Voilà, c'est bon. Alors, Bonjour Bruno. bonjour à toutes et à tous. Merci. Bonjour. Cathy, par contre, est-ce qu'il est possible de couper le son? Oui, je vais le faire directement, sinon on ne va pas s'en sortir. Couper. Voilà. Hop. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Qui est-ce qui a son micro? Oui. Nous allons travailler aujourd'hui sur la production écrite de DALF C2. Je vous ai préparé deux sujets que nous allons voir ensemble. Bonjour Natalia, je viens de te voir arriver. Que nous allons travailler ensemble. Bonjour. Il s'agit de deux sujets de tribune dans un journal. Et ils sont tous les deux en lien avec le thème de l'éducation. Le lien entre l'éducation et les nouvelles technologies. Nous verrons ces sujets d'ici une dizaine de minutes. Mais avant, je vous rappelle un petit peu le contexte de la production écrite de DALF C2. Vous aurez deux sujets au choix qui seront tous les deux sur le même thème. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, avoir un sujet sur l'environnement et un autre sur l'école, ou un sujet sur le travail et un autre sur l'écologie. Ce n'est pas possible. Vous aurez deux sujets sur le même thème, mais qui souvent vous enverront vers des directions différentes. Je vous donne un exemple. Les élèves qui l'ont passé il y a 2-3 mois en Allemagne sont tombés sur deux sujets sur le télétravail, mais dans l'un des sujets, ils étaient un patron et ils étaient contre le télétravail, et dans l'autre, ils étaient un employé et ils étaient plutôt favorables au télétravail. Donc évidemment, les arguments étaient totalement opposés. Et chacun devait baser ses arguments en fonction de son propre statut. C'est-à-dire que le patron devait dire pourquoi il était contre en tant que patron, et l'employé devait dire pourquoi il était pour en tant qu'employé. Donc il fallait absolument contextualiser la situation pour bien argumenter en fonction de son propre rôle. Vous pouvez tomber le jour de l'examen sur deux tribunes. C'était le cas, par exemple, pour mes élèves allemandes. Elles avaient deux tribunes au choix. Mais vous pouvez également avoir une tribune plus une lettre ouverte, ou une lettre ouverte plus un article de journal, ou deux articles de journaux, ou deux lettres ouvertes. Ils choisissent. Il n'y a aucune règle qui dit vous allez avoir une tribune et une lettre ouverte, ou etc. etc. C'est eux qui décident et vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Mais vous n'avez que trois types de production écrite possibles. Donc, je vous l'ai dit, l'article de journal. L'article de journal, c'est le seul document qui va être informatif, c'est-à-dire objectif. On donne une information, on rapporte une information. C'est un journaliste. Et puis, vous avez la tribune, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et enfin la lettre ouverte. La lettre ouverte, c'est peut-être la plus compliquée. La lettre ouverte, vous êtes quelqu'un de connu et qui, grâce un petit peu à votre renommée, s'autorise à écrire à quelqu'un qui a le pouvoir. Un ministre, un président, un député. Mais vous ne lui écrivez pas directement comme dans une lettre formelle, vous ne lui envoyez pas au ministère ou à l'Élysée. Vous le publiez directement dans un journal pour que tout le monde voit ce que vous reprochez à ce ministre ou à ce président. Ça, c'est la lettre ouverte. Donc, au C2, vous n'aurez que trois possibilités de production écrite. L'article de journal, la tribune et la lettre ouverte. C'est tout. Le forum, il disparaît. La lettre formelle, elle disparaît. La grande différence, évidemment, avec le C1, c'est le nombre de mots. 700 mots minimum. J'ai bien dit minimum. Vous n'avez pas le droit d'être en dessous. On verra tout à l'heure la grille d'évaluation. J'ai une élève qui s'est inscrite avec moi, mais qui l'avait passé auparavant
sans travailler avec moi et qui n'avait fait que 340 mots, elle a eu 0. 0 sur 50. Vous ne respectez pas le nombre de mots, c'est catastrophique. Donc 700 mots minimum. Donc évidemment, une lettre formelle ou un courrier dans un forum de 700 mots, c'est dur quand même, c'est très très long. Donc on limite à l'article de journal, à la tribune et à la lettre ouverte. Les sujets que nous allons travailler aujourd'hui sont des sujets officiels qui sont sur le site officiel de l'Alliance française. Ce sont 2 sujets qui sont proposés. Mais le problème du site officiel de l'Alliance française, c'est que les sujets qu'il propose ne sont absolument pas contextualisés, en tout cas actualisés. Ils sont très anciens. Et ils datent notamment, pour la plupart d'entre eux, d'avant la Covid, d'avant la crise sanitaire. Donc évidemment, le monde a totalement été bouleversé par cette crise sanitaire dans tous les domaines, que ce soit le domaine éducatif, social, professionnel, environnemental, etc. Donc vous devez être capable, sur un sujet comme ça, de l'actualiser et de ne pas fournir des informations qui ont 7 ou 8 ans. Vous devez être capable de fournir des informations qui ont moins de 1 an ou moins de 2 ans. D'où l'importance de beaucoup lire, écouter la radio, aller sur des podcasts, etc., pour y repérer des informations récentes. Voilà pour les sujets que nous allons travailler. Je précise que c'est le type de sujet que je propose dans les formations. J'ai quelques élèves parmi vous là qui ont déjà participé à des formations, même à une formation C2 pour Jeanne. Donc, vous me connaissez un petit peu, vous savez comment ça fonctionne. Donc, on va travailler sur les 2 énoncés et je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes de votre travail lorsque vous tombez sur un énoncé. Donc, je vais partager mon écran avec vous. L'écran partagé. Hop, c'est celui-là. Et voilà le premier sujet. Alors, je vais essayer de le mettre un petit peu plus petit pour que vous voyez tout. Voilà. Normalement. Donc, je vous laisse le lire. Et nous allons voir comment travailler à partir d'un tel sujet. C'est bon? Bon, ça, la dernière phrase, là, vous l'aurez. Là, il y a une petite faute de frappe. Il n'y a pas de point. Voilà. Cette dernière phrase, vous l'aurez dans tous les sujets. On vous demande de vous baser sur le dossier, mais également sur des arguments personnels. Donc, vous ne devez pas vous limiter au dossier. Alors, ici, ce qui pose souvent problème aux élèves, c'est le mot article. Les élèves voient le mot article et ils pensent immédiatement article de journal. Ben non. Ici, ce n'est pas vous faites un article de journal, hors sujet, terminé, 0. Ce n'est pas un article de journal. Pourquoi? Parce qu'un article de journal est écrit par un journaliste. Et là, vous êtes qui?
quel est votre métier? Quel est votre rôle? Un des parents des élèves. Voilà, Sommes... un des parents. Vous faites partie de l'association des parents d'élèves dont vous faites partie. Donc, vous êtes un parent d'élève. Donc, tout ce que vous allez dire, vous allez devoir le dire en tant que parent. Vous allez devoir vous mettre dans la tête d'un parent et expliquer quels sont les problèmes selon lui. Donc, à partir du moment où on vous dit que vous n'êtes pas un journaliste, ce n'est pas un article de journal. C'est une tribune. Et la grande différence entre la tribune et l'article de journal, c'est l'opinion. Un journaliste ne donnera pas son opinion. Il restera neutre. Il dira jamais je ou nous. Alors que le parent, ici, il va donner son opinion. Quels sont les mots qui nous permettent de savoir que vous devez être subjectif? Vous craignez que cela ne se fasse. Voilà, vous craignez. Le verbe craindre. Le verbe reconnaître. Donc, vous exprimez des sentiments, des émotions. Et un journaliste ne doit pas exprimer de sentiments ou d'émotions. Il doit donner une information de manière totalement objective. On verra des exemples tout à l'heure. Donc, il faut absolument que vous lisiez. Moi, le conseil que je donne à mes élèves dans le cadre des formations, c'est quand vous tombez sur un sujet, vous passez 10 minutes sur ce sujet à le lire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tous les mots pour être sûr à 100% de ce que vous devez faire. Parce que si vous partez dans une mauvaise direction, c'est du hors-sujet. Il y a un autre mot extrêmement important dans ce qui est énoncé. Lequel? Il faut que nous prenions position sur la question. Oui, alors il faut prendre position, on l'a dit, oui. C'est un document argumentatif. On argumente, on donne une opinion, mais est-ce que vous donnez uniquement votre opinion? Il y a deux mots essentiels. Il y en a un que j'ai déjà souligné, il y a le verbe reconnaître, et il y en a un autre qui est essentiel, c'est le mot cependant. Ça va, ces deux mots permettent d'indiquer le plan que vous êtes obligé de suivre. Vous ne pouvez pas vous limiter à une partie. Alors d'abord, quelle est votre opinion dans ce sujet? Vous êtes pour ou contre les nouvelles technologies? Favorable, monsieur. Pour. Non, contre. Vous reconnaissez, c'est-à-dire vous admettez qu'il y a quelques avantages, mais vous craignez. Vous devez insister sur les effets négatifs des nouvelles technologies. Donc, vous voyez l'importance de lire. Reconnaître, c'est ce qu'on appelle de la concession. Je concède quelque chose. J'admets qu'en effet, on ne peut pas totalement supprimer les nouvelles technologies. C'est vrai. Mais ces technologies ont de nombreux inconvénients. Et c'est mon point de vue. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan concessif. J'admets quelque chose,
mais je vais petit à petit le démonter en insistant sur les inconvénients des nouvelles technologies. Donc, si vous faites un plan où vous avez en gros moitié-moitié, ça n'ira pas. Parce que, évidemment, comme vous êtes plutôt contre, vous devez insister sur ces effets négatifs des nouvelles technologies. Donc, il va y avoir un petit paragraphe sur les avantages et il va y avoir un gros mais et 2 ou 3 paragraphes sur les inconvénients. Donc, vous voyez l'importance extrême de lire un sujet. Très souvent, dans une tribune, on va vous donner 2 types de plans possibles. Le premier plan, ça va être de donner son opinion. Point. Je suis pour ou je suis contre. Deuxième possibilité, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Mais je n'ai pas vraiment de position. Et troisième possibilité, je suis plutôt contre, mais j'admets que concession. C'est ce que l'on retrouve avec les connecteurs comme bien que, par exemple. Bien que tu aies beaucoup travaillé, tu n'as pas réussi ton examen. C'est une concession. Il ne faut pas confondre la concession et l'opposition. Opposition, j'oppose 2 choses totalement. Alors que la concession, je garde un petit peu du premier, mais j'insiste sur le deuxième. Et dès que vous avez le verbe reconnaître, le verbe admettre, le verbe concéder, d'où le mot concession. Je concède que, j'admets que, je reconnais que, je conviens que. Tous ces verbes qui sont synonymes, convenir, admettre, reconnaître, concéder, tous ces verbes impliquent que obligatoirement, vous devez faire un plan concessif. Et je le répète, si vous ne comprenez pas ce plan, si vous ne voyez pas le piège, eh bien, vous allez perdre la moitié des points, puisque vous n'aurez fait que ça et que vous n'aurez pas insisté sur ça, ou le contraire. Vous n'aurez fait que la moitié du travail, donc vous n'aurez que la moitié des points. Donc, il faut absolument passer 10 minutes à lire les mots-clés, les verbes et les connecteurs. C'est eux qui vont vous indiquer le plan à suivre. Deuxième sujet. Donc pareil, à la dernière partie, c'est toujours la même, il n'y a pas de. C'est pas le plus important. Vous voyez, c'est à peu près le même sujet, le même thème. Les nouvelles technologies à l'école.
Mais là, on a un changement important. Oui. D'abord, vous n'êtes pas un parent. Enfin, vous êtes. Non, vous n'êtes pas un parent. Vous êtes quoi? Un citoyen. Non. Quelqu'un qui travaille dans l'établissement? Oui. Vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'université. Donc, vous pouvez être ou un étudiant ou un prof de l'université. Vous pouvez choisir. On ne vous dit pas vous êtes un étudiant, vous êtes un prof. On vous laisse le choix. Donc, vous pouvez parler en tant qu'étudiant ou parler en tant que prof. Donc, c'est pour ça que je disais un parent, c'est rare. C'est rare que des parents s'investissent dans les études supérieures de leurs enfants. C'est très, très rare. Okay, des parents n'interagissent pas avec un établissement universitaire. Donc, les nouvelles valeurs de l'école publiées par votre université. Et là encore, donc, vous êtes ou un élève, un étudiant, ou un prof, donc vous n'êtes pas un journaliste. Vous allez écrire dans le journal de l'établissement scolaire, mais vous n'êtes pas un journaliste, ce n'est pas votre métier. Donc là encore, tribune, que l'on retrouve avec les mots convaincu. Vous êtes convaincu, donc vous avez une opinion. Un journaliste n'a pas d'opinion, ne doit pas avoir d'opinion. Un journaliste ne doit jamais donner son opinion. Donc, à partir du moment où vous avez le verbe convaincu, enfin le participe passé convaincu, c'est évident que c'est une tribune. Ça ne peut pas être autre chose. Et vous avez un connecteur extrêmement important. Enfin, un double connecteur. Certes. Voilà. Certes, mais. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour expliquer que certes doit toujours être accompagné de mais. Si vous mettez certes tout seul, il y a un problème. Certes doit obligatoirement être accompagné de mais, ou de cependant, ou de toutefois, mais il doit y avoir un deuxième connecteur qui fonctionne toujours en doublon avec le connecteur certes. Donc en fait, on vous donne le plan exact de votre travail ici. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Ah mince, oui, pardon. Faut que je fasse comme ça, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, là ça va marcher. Voilà. Première partie jaune, deuxième partie verte, troisième partie orange. Comment on appelle ce type de plan? C'est de plus en plus rare. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez hors d'utilisation maintenant, parce que ce sont des sujets extrêmement difficiles à mettre en place. Donc, ce sont des sujets qu'on trouve plus, par exemple, dans les examens de type universitaire. Non, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu ce terme, le thèse, antithèse, synthèse. C'est le plan thèse, antithèse, synthèse. Ça veut dire quoi? Attendez, 30 secondes. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, donc, ça veut dire quoi, thèse, antithèse, synthèse? C'est-à-dire que j'ai une opinion. La jaune. Première partie. Bon, c'est vrai, il y a peut-être des aspects négatifs. La verte. Mais
je conclus en confirmant ce que j'ai dit dans le jaune et en le développant encore plus. Donc, dans le jaune, je dis que les nouvelles technologies sont prioritaires. Elles doivent être l'élément central de l'éducation. J'admets qu'il y a quelques aspects qu'il faut limiter, mais, et le orange confirme ce qu'il y a dans le jaune, mais d'une autre manière. Kenny, tu peux couper le son, s'il te plaît? Merci. Donc, c'est ça, le thèse, antithèse, synthèse. C'est de plus en plus rare au DALF, parce que c'est très compliqué, les élèves se perdent, et c'est vraiment un plan piège, parce que la plupart des élèves vont redire exactement la même chose dans le orange que ce qu'ils ont dit dans le jaune. Alors qu'en fait, vous devez être capable de redire d'autres arguments, de redévelopper d'une autre manière pour confirmer ce que vous avez dit dans le jaune. C'est-à-dire que le orange sert à confirmer ce qui est dans le jaune. Donc, ce sont des plans extrêmement compliqués, extrêmement, comme on dit vulgairement en français, casse-gueule. C'est-à-dire, c'est des plans extrêmement dangereux où l'on risque de partir dans des hors-sujets et dans des répétitions assez compliquées. Donc ça, le numéro 2, vous ne l'aurez pas forcément. Mais vous aurez régulièrement le numéro 1 avec une concession, ce qui n'est pas la même chose. Donc vous voyez l'importance de lire un énoncé. L'énoncé, les mots qui sont inclus dans cet énoncé vous donnent systématiquement toutes les informations sur ce que vous devez faire. Si vous lisez bien, il n'y a pas de piège. Les sujets sont développés, sont écrits pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Vous devez être sûr à 100%. Et quand vous lisez un sujet, vous devez toujours être capable de répondre à ces questions-là. Qui êtes-vous? Une petite remarque, dans une tribune, oui, vous devez vous présenter. Alors que dans un article, vous ne le ferez pas. C'est rare qu'un journaliste dise « Bonjour, je m'appelle Nicolas Dupont, je suis journaliste au Monde et je vais vous expliquer le problème de… » Non, ça n'existe pas. Alors que dans une tribune, on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas quelqu'un de connu et vous n'êtes pas non plus un employé. Donc, vous allez vous présenter. Et généralement, dans une tribune, on commence toujours avec une phrase de ce type-là. Je m'appelle Nicolas Dupont, je suis parent d'élève et je vais présenter mon point de vue sur la mise en place des nouvelles technologies à l'école. Je tiens tout d'abord à remercier le journal de m'avoir donné l'occasion de donner mon point de vue sur le sujet. Vous voyez, ça, ce sont le genre de phrases que vous devez être capable d'apprendre par cœur et de remettre dans toutes les tribunes, en changeant évidemment les éléments. Ici, j'ai mis que vous étiez un parent d'élève. Ici, j'ai mis les nouvelles technologies à l'école. Et ici, non, le reste, c'est bon. Sauf que Word a du mal avec mon point de vue. Il met toujours un point au lieu de mettre le mot point. Mon point de vue sur le sujet. Le forum n'a absolument rien à voir et le forum ne tombera jamais au DALF C2. Le forum, c'est à l'intérieur d'un journal, un lecteur qui écrit aux autres lecteurs. Mais ce n'est pas publié.
c'est dans un forum. Comme moi, sur mon site, il y a un forum. Vous pouvez interagir les uns avec les autres. Mais ce n'est pas quelque chose qui est publié pour être lu par l'ensemble des lecteurs. C'est une discussion. Un forum, c'est une discussion entre lecteurs. Mais ça n'a absolument rien à voir. Mais le forum ne tombera jamais au C2. Donc voilà comment vous devez commencer une tribune. Vous vous présentez. Et avant de se présenter, je vais mettre un titre. Un titre qui va être nominalisé. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire nominalisé, bah, il faut l'apprendre. Parce que je ne peux pas vous faire un cours complet sur la nominalisation. C'est assez long. Nominalisation, pour faire court, pas de verbe, pas d'article. Pas de verbe, pas d'article. Ça, c'est de la nominalisation. Il faut, donc, première question, qui êtes-vous? Deuxième question, à qui écrivez-vous? Donc, sous quelle forme vous devez vous adresser à eux? Formel, informel. Bon, au DALF, ce sera toujours formel et soutenu. On ne vous demandera jamais au DALF d'écrire une lettre à un ami ou à un membre de votre famille. Donc, il n'est pas question de dire des tu, des saluts et des choses comme ça. Ça n'existe pas au DALF. Donc, c'est toujours formel et soutenu. Il faut que vous réfléchissiez, est-ce que ça va être argumentatif, c'est-à-dire tribune, ou est-ce que ça va être informatif, c'est-à-dire article de journal? Il y a des différences syntaxiques et lexicales. On va en voir rapidement quelques exemples tout à l'heure. Troisième question, pourquoi vous écrivez? C'est-à-dire le thème de votre production écrite. Vous avez remarqué que pour le premier sujet, vous avez presque tous cru l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc, il faut passer du temps à bien réfléchir. Parce que si vous partez dans une direction et qu'on vous demandait de faire le contraire, c'est du hors-sujet. Alors, j'ai mis voir la grille d'évaluation. Elle est ici. Non, elle n'est pas ici. Où est-ce qu'elle est? Oui, elle est là. Elle est là. La voilà, la grille d'évaluation pour le C2, la production écrite. Et vous voyez, hors sujet complet, thématique et discursif, attribuer la note 0 aux critères réalisation de la tâche, essai et cohérence, cohésion. Le candidat ne peut être identifié ni C2 ni C2+, pour les critères lexique et morphosyntaxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, là et là, vous avez 0. Ici et ici, vous ne pouvez avoir ni C2 ni C2+. Donc, vous ne pouvez avoir que 1 point maximum. Donc, sur 25, parce que là, c'est noté sur 25, si vous faites un hors-sujet, vous ne pouvez avoir que 2 sur 25 maximum. C'est-à-dire 4 sur 50, c'est-à-dire éliminatoire. Puisqu'il faut avoir 10 sur 50 minimum. Donc, quand vous vous retrouvez avec une note de 4 sur 50, vous êtes éliminé. D'où l'importance d'extrêmement bien lire le sujet. Donc, hors sujet, il y a plusieurs types de hors sujet. Comme je vous disais tout à l'heure avec le télétravail, si on vous demande, on vous donne un sujet et qu'on vous dit que vous êtes un patron et que vous êtes contre le télétravail, et que vous choisissez un employé, hors sujet. Si vous parlez en tant que patron, mais que vous parlez pour les employés, hors sujet, puisqu'on vous dit de parler que de vous. Pourquoi vous, en tant que patron, vous êtes contre? Si vous donnez des arguments par rapport aux employés, vous êtes hors sujet. Vous ne devez pas parler des employés, vous devez parler de vous. En quoi c'est négatif pour vous le télétravail?
Donc, vous n'avez pas le droit de partir dans des directions différentes. Vous devez obligatoirement répondre à la question. Si vous ne répondez pas à la question, vous êtes hors sujet. Je vous donnerai un petit exemple très récent d'hier. J'ai travaillé sur le débat avec mes élèves de C1 et de C2 hier et je leur ai posé une question sur à quel âge estimez-vous qu'un enfant devrait avoir un téléphone portable? Question simple. Et elles sont parties, toutes, elles sont parties sur une discussion. Bah, ça dépend ça dépend de plein de choses, etc., etc. Mais finalement, elles ne m'ont pas répondu à la question. Moi, j'attendais un âge. J'attendais 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, peu importe. Mais j'attendais un chiffre. Aucune ne m'a donné un chiffre. Hors sujet. Vous ne répondez pas à la question. Je donne souvent un autre exemple assez comique. Si je vous dis, est-ce que vous aimez le chocolat? Et que vous me dites, j'aime les fraises. C'est intéressant, mais vous ne répondez pas à ma question. Hors sujet. Vous devez obligatoirement répondre à une question. Est-ce que tu as faim? C'est une question fermée. Est-ce que tu as faim? Dans la réponse, il doit y avoir le mot oui ou le mot non. S'il n'y a ni oui ni non, hors sujet. Vous devez absolument bien répondre aux questions. Le français, le DALF en particulier, est un examen très strict au niveau des règles. C'est plus de la moitié des points. Donc, il faut absolument respecter les règles. Donc, pourquoi? Comment? Donc, sous quelle forme? Ce que je vous ai dit. Est-ce que ça va être une tribune? Est-ce que ça va être un article? Est-ce que ça va être une lettre ouverte? Et évidemment, le plan que vous allez mettre en place. Je vous l'ai dit, si vous lisez bien l'énoncé, le plan, il est écrit dedans. Le plan, il vous est indiqué. Ah, ils ne vous disent pas clairement, première partie, vous faites ça, deuxième partie, vous faites ça. Ils ne le disent pas aussi clairement que ça, mais c'est écrit. Il faut le trouver. Et évidemment, dernière partie, les arguments que vous allez mettre en avant. Des arguments que vous pouvez trouver ou dans le dossier qui vous sera fourni, ou dans votre culture générale. Alors je dis ou, je me trompe. C'est et dans votre culture générale. Vous devez ne pas vous limiter au dossier. Le dossier peut vous aider à trouver des arguments, mais vous devez également être capable d'en apporter que vous avez trouvé dans les journaux, en écoutant la radio, en écoutant la télé, etc. Je précise une dernière chose. La plupart des sujets, là, ce n'est pas précisé, parce que je le répète, ce sont des sujets anciens, mais la plupart des sujets actuels sont contextualisés en France. Donc, si on vous dit que vous êtes dans une université en France, vous devez donner des arguments français, pas russes, chinois, indiens ou je ne sais pas quoi. Vous devez être capable de contextualiser en France. D'où l'importance d'avoir une bonne culture et de lire beaucoup, de vous intéresser à ce qui se passe en France. C'est extrêmement important. Alors, là, je vous ai donné quelques activités linguistiques pour vous montrer la différence entre un texte argumentatif et un texte informatif. Donc, vous voyez, vous avez deux fois la même chose. Le journaliste, il va dire « Les entreprises collectent et utilisent les données personnelles, ce qui soulève des questions d'éthique et de respect de la vie privée. » Le journaliste, il parle d'un problème, mais sans jamais donner son opinion. Il donne une information. Il y a des entreprises qui récupèrent nos données personnelles et ça peut poser des problèmes d'éthique. Registre argumentatif, tribune, l'utilisation
abusive, donc exagération, des données personnelles par les entreprises est une atteinte grave à la vie privée. Donc, vous voyez, l'information est exactement la même, mais la verte va être écrite dans un article de journal et la bleue va être écrite dans une tribune. Si vous écrivez la verte dans une tribune, c'est du hors-sujet syntaxique. Puisque le type de phrase ne correspond pas à ce que dirait une personne qui veut donner son opinion. Là, vous ne donnez pas votre opinion dans la verte. Vous donnez une information. Voyons un autre exemple. Alors, je vais passer à la page suivante pour que vous ayez les deux ensemble. Informatif, journal. Les publicités destinées aux enfants influencent leurs habitudes de consommation et créent la surconsommation. Information. Les publicités ciblant les enfants devraient être interdites car elles encouragent des comportements de surconsommation. Je donne une opinion. Devraient être interdites, elles encouragent des comportements. Tribune. Ici, on est sur une tribune. Ici, on est sur un article de journal. Autre gros problème que je vois au niveau syntaxique dans les copies de mes élèves, c'est la longueur des phrases. Vous voyez, là, je vous ai mis une phrase qui est correcte syntaxiquement. Il n'y a pas d'erreur. Mais vous voyez, j'ai surligné, en jaune, vous avez les connecteurs, et en orange, vous avez les verbes. Vous voyez que cette phrase contient 5 verbes, 6 verbes. Il y a 6 verbes dans la phrase. Je dirais qu'il y en a 5 de trop. Si certains d'entre vous, vous avez acheté mes manuels, vous vous rendrez compte que dans les corrections, je n'ai jamais plus de 2 verbes par phrase. Jamais. Donc, vous voyez, cette phrase, je l'ai divisée et j'ai fait 5 phrases. Et chaque phrase a un ou 2 verbes. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Ici, un seul. Et ici, il y en a 2. Dans vos productions écrites, vous devez toujours faire ça. Ça, je ne veux pas le voir. C'est une catastrophe pour le lecteur. Rappelez-vous que tout ce qu'on vous demande d'écrire, de rédiger, c'est destiné à un public. Vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant par rapport à l'examinateur. Vous êtes là pour écrire un article qui va être lu par un public. Si vous écrivez dans un journal, il faut penser aux lecteurs. Si vous écrivez une tribune, c'est les lecteurs également. Et dans une lettre ouverte aussi. Il faut que le lecteur, il soit capable de comprendre votre phrase dès la première lecture. Vous, quand vous lisez un article de journal, vous n'avez pas envie de le lire 3 fois de suite pour arriver à le comprendre. Vous voulez le comprendre dès la première lecture. Essayez de lire cette phrase et de la comprendre dès le premier coup. Vous allez voir que vous allez avoir du mal quand même. Hein. Vous allez avoir énormément de mal à faire le lien entre les différentes parties de la phrase. Est-ce que c'est de la conséquence? Est-ce que c'est de la cause? Est-ce que c'est du but? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est... Je suis totalement perdu. Et vous devez faire ce que l'on appelle de la vulgarisation. Adapter votre manière d'écrire au lecteur potentiel. Quand j'écris un article de journal, je n'écris pas à l'examinateur. J'écris au lecteur.
et vous devez faire comme si vous écriviez au lecteur. Donc ça, c'est une erreur très fréquente d'élèves qui croient que plus la phrase va être longue, mieux ce sera. Non. Si vous faites des phrases longues, vous partez à la catastrophe. Parce que ça va être incompréhensible à la première lecture. Et puis surtout, vous allez faire une erreur à un moment donné. Vous allez oublier un connecteur, vous allez oublier un verbe, vous allez oublier un sujet, vous allez oublier quelque chose. Et si j'oublie, par exemple, regardez, j'enlève le mot elle, j'oublie le sujet ici, c'est toute ma phrase qui est fausse. Alors que si j'oublie un sujet ici, bah, j'ai qu'une seule phrase qui est fausse sur les 5. Les 4 autres, elles sont bonnes. Alors que là, on va me compter tout ça comme incorrect syntaxiquement. Donc, faites simple, divisez. Et vous voyez que je divise mes connecteurs. Connecteurs systématiques au début de chaque phrase. Des connecteurs empêchent, donc limite, ça, le verbe sert de connecteur, et encore un connecteur ici. Donc, vous voyez, connecteur systématique entre chaque phrase. Donc, apprenez à diviser. Vous savez, j'utilise souvent une phrase à connotation militaire, mais elle n'est pas du tout militaire. Diviser pour mieux régner. C'est-à-dire diviser vos phrases pour beaucoup plus réussir dans votre production écrite. Plus vous diviserez, mieux ce sera. Ne faites jamais des phrases longues, jamais plus de 2 verbes. 2, c'est le maximum. J'ai fait ça avec mes élèves. Je vous ai cité les 2 élèves allemandes tout à l'heure. Mes deux élèves allemandes, avaient toutes les 2 fait des études supérieures, donc notamment des études littéraires. Donc, elles avaient pris l'habitude, en université, d'écrire comme ça. Et leur première production écrite, elles ont écrit comme ça. Et ça, il y avait à un moment donné des erreurs. Je leur ai dit réduisez, 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 réduisez. Elles ont passé toutes les 2 le C2. Il y en a une qui a eu 100 sur 100 et l'autre qui a eu 98. En faisant des phrases courtes. Parce qu'elles ont respecté ce que je leur demandais. Elles se sont habituées à faire des phrases courtes. Elles ont eu des notes extraordinaires au DALF C2. Donc, ne croyez pas, c'est une erreur classique, ne croyez pas que des phrases longues vont vous donner des points. Non, elles vont vous en faire perdre. Autre chose qu'il faut maîtriser, c'est le langage. Familier, standard, soutenu. Vous voyez, il y a 3 phrases ici. Elles ont toutes les 3 le même sens. Les gamins ont besoin d'aller à l'école pour piger comment ça se marche là, dans la vie. Ça, c'est informel, c'est familier. Les enfants ont besoin d'une bonne éducation pour comprendre le monde qui les entoure. Ça, c'est standard. Il est essentiel que les enfants bénéficient d'une éducation de qualité afin de mieux appréhender les rouages du monde. Ça, c'est soutenu. Vous devez, petit à petit, arriver à atteindre ce langage soutenu. Déjà, un langage standard, c'est très bien. Si vous faites un langage standard, vous aurez le DALF sans aucun problème. Si vous écrivez ça, il n'y a pas de problème. Mais, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une structure impersonnelle. Besoin, j'ai changé le vocabulaire. Bénéficier. Bonne, je l'ai remplacé par de qualité. Pour, je l'ai remplacé par afin de. Comprendre par appréhender, etc., etc. J'ai juste changé le vocabulaire et j'ai rajouté une structure impersonnelle. C'est tout. Autre exemple, on est tout le temps sur nos téléphones, ça devient une vraie addiction. Familier.
les téléphones portables sont omniprésents dans nos vies et peuvent créer une dépendance standard. L'omniprésence des téléphones portables dans notre quotidien suscite des préoccupations quant à une éventuelle dépendance soutenue. Alors vous allez me dire, mais j'arriverai jamais à faire ça. Si, petit à petit. Ah, évidemment, pas en 3 semaines, hein. Ça c'est clair. On ne peut pas acquérir un tel vocabulaire en 3 semaines. Ça prend du temps. Mais en travaillant régulièrement, en se faisant des fiches, en mettant, allez, je remplace systématiquement pour, par, afin de. Je remplace systématiquement il faut par il est essentiel que. Je remplace avoir besoin par bénéficier, etc. Petit à petit, vous allez apprendre des mots que vous allez changer dans vos copies et qui vont les enrichir. Mais je le répète, c'est long. Dernier petit point sur lequel je veux insister, c'est dans le dossier, on va très souvent vous mettre des documents iconographiques, c'est-à-dire des images ou des dessins. Vous devez, à partir d'un dessin, être capable de repérer, pardon, où est-ce qu'il est parti? Voilà. Être capable de repérer la problématique, le problème et la problématique, c'est-à-dire le thème et la problématique que cela engendre. Est-ce que vous êtes capable de me trouver la problématique de cette image? On n'a pas lu le texte. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de lire. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? L'élève ne fait pas attention au professeur ou peut-être. Alors, c'est pas un élève, c'est pas un prof. Hein. C'est pas un élève, c'est pas un prof. Est-ce que vous pensez qu'un élève serait dans un fauteuil? Un père et un enfant? Non plus. Ah non, on est dans un bureau là. C'est le conflit générationnel entre les générations Z, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et les anciens, et cette difficulté qu'ils ont à se comprendre, à s'adapter les uns aux autres. Et c'est un sujet qui revient très régulièrement au DALF. Les conflits intergénérationnels dans le milieu du travail. Donc, à partir d'une image, vous devez être capable de trouver une problématique et un plan. Pourquoi, comment, quand, où, qui, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, ce sont des exercices qu'il faut que vous fassiez régulièrement pour pouvoir vous préparer dans les meilleures conditions. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on a juste vu la tribune dans un journal. Mais la tribune, les caractéristiques de la tribune dans un journal ne sont absolument pas les mêmes que les caractéristiques. J'arrête le partage un petit peu, comme ça je vous vois c'est plus facile pour moi. Les caractéristiques ne sont absolument pas les mêmes dans une tribune, dans un article de journal, et encore moins dans une lettre ouverte. Une lettre ouverte, c'est encore plus compliqué, puisqu'on va vous demander d'intégrer des éléments littéraires. On va vous demander d'être capable d'utiliser ce qu'on appelle des figures de style. Anaphore, métaphore, comparaison, etc., etc. On va vous demander d'être beaucoup plus strict au niveau de la rhétorique, c'est-à-dire de la manière de vous exprimer. Donc, c'est beaucoup plus exigeant la lettre ouverte encore. Mais les règles sont vraiment différentes d'une production écrite à l'autre. Donc, j'en arrive à la conclusion, c'est que c'est très difficile de se préparer seul. C'est très difficile de comprendre des choses tout seul. Alors, il y en a qui arrivent. Hein. J'ai des élèves qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent sur YouTube, qui ont passé leur examen, qui l'ont eu. Très bien, parfait.
Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler en totale autonomie. Donc, il faut que vous arriviez à trouver quelqu'un qui puisse vous suivre, quelqu'un qui puisse vous diriger et surtout quelqu'un qui puisse vous corriger. Les élèves qui ont fait des formations avec moi, il y en a quelques-unes ou quelques-unes. Quelques-unes parmi vous, vous êtes bien rendu compte que quand on vous met devant une feuille, qu'on vous met devant une caméra, bah, ça change tout. Ça change tout. Des choses que l'on croyait pouvoir être capable de faire, on se rend compte que quand on est devant la caméra ou quand on est devant la feuille, bah, on ne sait pas vraiment comment les mettre en place. D'où un petit peu la pub finale. Hein. Pub finale. Si vous voulez rejoindre l'un des groupes de DALF C2 qui vont démarrer au début du mois d'avril, donc dans un mois jour pour jour. Merci Cathy. Donc, dans un mois jour pour jour, on commence les nouvelles formations de DALF C2. Il y aura 2 groupes. Un groupe le lundi et le jeudi de 18h à 19h30 et un autre groupe le mardi et le vendredi de 14h à 15h30. Il y a également la possibilité, alors ces groupes coûtent 299 € pour ne pas mettre 300. Hein. Il paraît que c'est psychologique. Hein. Je fais ce qu'on me dit. Il paraît que c'est psychologique de mettre 299, c'est mieux que de mettre 300. Ça ne change pas grand-chose, mais bon. Donc, 300 €. Et puis, il y a la version asynchrone. Par exemple, Jeanne, actuellement, est en formation asynchrone C2. La seule différence, c'est quoi? C'est que vous accédez à tous les documents, toutes les ressources, tous les documents PDF, toutes les corrections, tous les exercices, toutes les activités. Vous accédez aux vidéos des personnes qui le font en direct, qui, elles, payent 300. Vous accédez à ces vidéos-là. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas envoyer de copies à corriger. C'est-à-dire que vous recevez les corrections, mais vous ne pouvez pas dire bah, « Tiens, Bruno, je t'envoie ma production écrite ou ma production orale. Est-ce que tu peux la corriger ?» C'est la seule différence. Et le prix, évidemment, qui n'est plus de 299, mais de 120. 120 € pour ces formations C1 ou C2. Ça fonctionne également pour le C1 et ça fonctionne également pour la grammaire. Il y a un nouveau groupe de grammaire, pareil, qui va commencer à partir du 8 avril, qui fonctionnera de la même manière. Et la grammaire sera vraiment basée sur les thèmes du DALF. Elle est vraiment liée au DALF, c'est-à-dire tous les exercices de grammaire qui seront réalisés seront des exercices que vous pouvez mettre en pratique au DALF, dans les productions écrites, dans les productions orales, dans les compréhensions, etc. etc. Donc voilà pour les informations. Donc je mettrai tout sous la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions ? Jeanne, oui. Oui, merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Bruno, pour tous les cours que vous nous avez faits. Je voudrais aussi insister sur l'importance, sur l'importance d'un accompagnement, des interactions entre prof et élèves. C'est vrai qu'avec les formules asynchrones, donc on a accès à tout, mais je pense que c'est aussi important d'avoir un retour, les corrections. Donc voilà, donc j'encourage vraiment tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire, voilà, à des. Tu as fait les deux, donc c'est vrai que tu peux comparer. J'ai fait les deux. Tu as commencé par une formule en direct. Tu as commencé par une formule en direct et tu as continué avec une formule asynchrone. Ouais. Donc tu as fait les deux, donc tu peux comparer, oui. Voilà, justement, j'ai fait les deux, donc je peux comparer. Et puis même là, avec le sujet de, je voudrais revenir un petit peu sur le sujet de qu'on vient de travailler. Donc là, encore une fois, d'où l'importance d'une correction, c'est-à-dire que moi, la thèse et pour moi est passé inaperçu, c'est-à-dire qu'avec le connecteur certes, mais je croyais que c'est encore un exemple d'un plan concessif.
Alors que, donc voilà, Mmh. s'il n'y a pas ce retour, s'il n'y a pas vos explications, je pense que je me trompe du plan et c'est assez catastrophique parce que, si je fais pas un plan thèse, antithèse, synthèse, donc si au lieu de faire un plan, thèse, antithèse et synthèse, je fais un plan, comment dire? Concessif, Concessif, c'est concessif. hors sujet, c'est ça, hein? C'est hors sujet. Oui, C'est oui. Alors, c'est pas totalement hors sujet parce que la concession n'est pas très, très loin de la thèse, antithèse, synthèse, mais tu es pas complètement dans les clous, quoi, comme on dit en français. Tu es pas complètement dans les clous. Mais d'accord. c'est vrai que c'est mais je le répète, hein, le thèse, antithèse, synthèse, c'est de plus en plus rare parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. Ce sont des sujets que l'on va vous proposer si vous faites des études universitaires. Vous faites un master en langue française, etc., etc. Ça, le thèse, antithèse, synthèse, c'est très classique. C'est très classique en université. Mais au DALF, il faut savoir que, on va dire, 70-80% des personnes qui se présentent au DALF n'ont jamais fait d'études supérieures. Elles n'ont même pas dans leur langue. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que même dans leur propre langue, elles n'ont pas fait d'études supérieures. Donc, leur demander d'être capable d'assurer un plan thèse, antithèse, synthèse qui est extrêmement compliqué alors qu'ils ne l'ont même pas appris dans leur propre langue, c'est peut-être trop exigeant. Ça ne sert pas à grand-chose. Et un plan thèse, antithèse, synthèse, vous n'aurez pas vraiment à le faire dans le cadre journalistique. Donc, c'est vraiment de plus en plus rare. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années, je n'entends plus parler de ce plan. D'accord et j'ai une autre question, donc un plan concessif, c'est juste quand on fait une concession, si Oui, seulement, on nous le demande dans l'énoncé, c'est ça, hein? Si voilà, oui, c'est un oui. patron Si on ne te le totalement demande pas, tu ne dois pas le contre, faire. d'accord, Voilà, OK. si on ne te le demande Mmh, pas, tu ne dois pas le faire. OK et Mais le dernière plan question. concessif, le plan concessif commence toujours, contrairement à la thèse, antithèse, synthèse. Vous avez vu, thèse, antithèse, synthèse, j'ai commencé par ce que je pensais. J'ai dit, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je confirme, je pense ça. Donc, il y a thèse, l'antithèse et la synthèse qui confirment ma thèse. Alors que dans le plan concessif, on commence par le contraire de ce qu'on pense, c'est-à-dire par la concession. C'est-à-dire que Mmh, dans la concession, je suis par exemple pour les voitures électriques, je vais commencer par les inconvénients des voitures électriques. Je vais dire, certes, les voitures électriques sont très chères, certes, il y a peu d'endroits pour les recharger, mais elles sont bonnes pour l'environnement, etc., etc. Là, c'est la concession. mmh. Donc, je commence par le contraire de ce que je pense. Et je détruis un petit peu ces informations en disant ce que je pense réellement, mon point de vue personnel. Alors que dans la thèse, antithèse, synthèse, je commence par ce que je pense. Mmh. C'est pas le même Mais ordre. au C'est pas le même niveau ordre. organisation, c'est jamais équilibré si c'est un plan, concessif. Je veux Non. dire qu'il y a On toujours insistera plus de toujours beaucoup plus paragraphes. sur Ouais. son point de Hein, vue. hein, Oui, évidemment. OK Évidemment. et Si sur un plan de 700 mots, sur un devoir de 700 mots, tu fais 300 mots, bon week-end, Cathy. Sur un plan de 700 mots, si tu fais 300 mots, 350 mots sur la concession, ça va pas. C'est pas possible. Ça veut dire que tu vas avoir presque plus de mots pour la concession que pour ton propre avis. C'est pas logique. C'est pas logique. Il faut que la concession soit beaucoup plus courte que l'argumentation en elle-même. mmh. Mais là, je le répète, hein, c'est vraiment de la régularité, de la répétition, faire des exercices, faire des activités pour comprendre la difficulté. Parce qu'on ne se rend pas très compte quand on ne le fait pas soi-même. Oui et une dernière question, donc la question rhétorique, hein, donc est-ce qu'on peut utiliser dans une tribune une question à laquelle on peut pas Ouais. Non, la question on peut rhétorique pas est répondre? plus réservée à Lettre ouverte. la lettre Ouais, ouverte. OK. Mmh, OK, La question merci. rhétorique, c'est vraiment des figures de style. Tout ce qui est figure de style, c'est plus limité à la lettre ouverte. OK. Merci beaucoup. D'autres questions?
Non? Ben, dans ces cas-là, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Bon Merci, week-end. Bruno. Bon week-end. Au revoir. Merci Merci. Au revoir. Merci, Merci au revoir. Au beaucoup. revoir. Bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.